Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité politique nationale. Alors, avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. J'en fais pas souvent, j'en fais quand il y a un sujet particulier que je veux traiter, ce qui est le cas puisque vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez suivi, l'actualité politique nationale est très chargé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis les élections européennes avec cette dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, les résultats de ces élections législatives. Donc je vais évoquer les résultats, je vais évoquer les perspectives, vous dire pourquoi je pense que le Rassemblement national est le vainqueur finalement de ces élections législatives et pourquoi on peut penser qu'il arrivera au pouvoir tôt ou tard parce que les réponses que nous apportons collectivement à ce vote Rassemblement national ne sont pas les bonnes réponses. Je vous propose de démarrer tout de suite avec la première question. La dissolution. À mon sens, une très mauvaise idée. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi le président de la République a pris cette décision. Il n'a eu de cesse de répéter, lui et les membres du gouvernement, qu'une élection européenne ne pouvait pas avoir de conséquences nationales. C'est un scrutin européen. On vote pour élire des députés européens qui vont aller siéger à Strasbourg, à Bruxelles, et que donc, quel que soit le résultat de cette élection, il n'est pas possible, en tout cas c'est ce qu'on nous expliquait à ce moment-là, de tirer des enseignements nationaux. Le soir de cette élection européenne, le président de la République annonce dissoudre l'Assemblée nationale, alors même que c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête, très largement en tête, mais vraiment très très largement en tête. Et donc c'est une décision qui est à la fois, je trouve, irréfléchie, aux conséquences lourdes, et d'ailleurs on le voit, hein, on va évidemment évoquer le résultat des élections législatives, alors même que rien ne poussait le président de la République à faire cette dissolution. Alors certains évoquent le fait que tôt ou tard il y aurait eu une dissolution parce qu'il y aurait une motion de censure qui aurait été votée à un moment ou à un autre. Bon, moi je n'en suis pas sûr parce que les députés en place à l'époque n'avaient pas forcément envie de se remettre devant les électeurs. Voilà, depuis 2022, il y a des motions de censure qui ont été déposées qui ne sont jamais arrivées à leur terme, ou en tout cas qui n'ont pas été adoptées. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une motion de censure qui serait passée à ce moment-là. Bon, alors que depuis 2022, il y a quand même eu des sujets qui avaient vraiment beaucoup crispé le débat national. On peut parler de la réforme des retraites, et qui aurait pu déboucher sur une motion de censure à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas arrivé, donc à mon sens, il n'y avait rien d'urgent. Je ne comprends pas la décision du président de la République. Maintenant, elle est prise. Les Français ont voté et le résultat sorti des urnes est un résultat qui met le pays dans une situation institutionnelle, je vais le dire comme ça, extraordinairement compliquée, puisque, vous le savez, le résultat des élections a abouti sur une tripartition, en quelque sorte, de l'Assemblée nationale. Deuxième question, qui a réellement gagné ? 3, 2, 1. Qui a réellement gagné ? Personne, factuellement personne, en dépit de ce que peut raconter le nouveau Front populaire en disant c'est notre coalition qui est arrivée en tête, peut-être, si on fait le cumul de tous les partis qui ont composé le Front populaire, il arrive très légèrement en tête. Mais c'est très loin des 289 députés nécessaires pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ça pose un grave problème institutionnel parce qu'en réalité, on voit bien qu'il n'y a aucune coalition qui est en mesure de se rapprocher de cette majorité. Sans même parler d'avoir les 289 députés, s'en approcher à 10, 15, 30 députés, c'est déjà beaucoup plus solide en quelque sorte que d'avoir 180, 190 députés d'une même coalition. Donc en réalité, personne n'a gagné d'un point de vue, je vais dire, institutionnel, dans le sens où personne n'a la majorité, où personne ne se rapproche véritablement de la majorité à l'Assemblée nationale. Pour autant, je pense qu'il y a un vainqueur et que c'est le Rassemblement national, en dépit des apparences. Alors pourquoi je dis ça ? D'abord, quand on regarde les chiffres, la montée en puissance du Rassemblement national en nombre de députés est spectaculaire. En 2017, alors que Marine Le Pen était au deuxième tour de la présidentielle, il faut quand même s'en souvenir, le Rassemblement national de mémoire a 8 députés. En 2022, 89, il multiplie par 10, par 11 même. Et là, il se retrouve, en 2024, avec 126 députés, 123 RN et 3 apparentés, je crois. Donc c'est le parti
le premier parti, le premier groupe à l'Assemblée nationale, factuellement, puisque le nouveau Front populaire, lui, ce n'est pas un groupe à l'Assemblée. Le nouveau Front populaire, c'est un groupe France Insoumise, un groupe Parti socialiste, un groupe Europe Écologie Les Verts, un groupe Parti communiste. Donc le premier groupe en nombre de députés, c'est le Rassemblement national. Et avec une augmentation constante du nombre de députés. Donc, et il faut se souvenir qu'en 2012, de mémoire, ils avaient 2 députés, 2 ou 3 peut-être. Donc c'est une augmentation constante. Le deuxième élément qui me fait dire que le Rassemblement national a gagné, c'est qu'il est arrivé en tête. Au premier tour, il est arrivé en tête. Alors certes, au deuxième tour, au soir du premier tour, on pensait, les projections montraient que le Rassemblement national pouvait espérer quasiment avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le jeu des désistements au second tour, au soir du premier tour, pardon, pour faire barrage au Rassemblement national, je vous expliquerai ce que je pense de toutes ces stratégies, mais a permis d'éviter que le Rassemblement national se rapproche de ces 289 députés. Petite parenthèse, ce qui a permis cela également, ce n'est pas seulement les désistements, mais ce sont aussi les triangulaires. Certains n'ont toujours pas compris, mais ce n'est pas grave, enfin, que certains ne comprennent pas ou que certains fassent semblant de ne pas comprendre, qu'une triangulaire, mécaniquement, systématiquement, c'est l'assurance pour celui ou celle qui est arrivé en tête d'être élu. Voilà, une triangulaire, c'est une opportunité incroyable pour celui qui est arrivé en tête de maintenir sa position. Ça fige les positions du premier tour en quelque sorte. Donc les triangulaires, si je prends l'exemple du Puy-de-Dôme par exemple, la triangulaire sur la première circonscription, alors que le RN était deuxième, a fait que le RN ne pouvait pas gagner cette élection. C'est parce qu'il y a une triangulaire. Sur la deuxième circonscription, sur la troisième circonscription du Puy-de-Dôme, Nicolas Bonnet a été élu député Europe Écologie Les Verts. Il y a eu une triangulaire également, il était arrivé en tête au premier tour. En fait, quand il y a des triangulaires, tous ceux qui arrivent en tête au premier tour sont sûrs d'être élus, sauf si l'écart de voix est très très minime. S'il y a quelques voix d'écart, évidemment, ça rend le deuxième tour plus incertain. Mais quand il y a des écarts de voix de plusieurs milliers de voix, il n'y a aucun doute sur le fait que celui qui est arrivé en tête va remporter l'élection. Donc, les triangulaires, je crois qu'il y en a eu 90, les triangulaires plus les désistements, on fait barrage au Rassemblement national. Alors tout le monde crie victoire, formidable, etc. Ça a marché. Moi je pense que c'est une victoire à la Pyrrhus et que finalement, au fond, ça arrange extraordinairement Marine Le Pen. Pour une raison assez simple au fond, c'est que si le Rassemblement national avait remporté cette élection avec 289 députés, ou à peu près 289 députés, si Jordan Bardella avait été Premier ministre, il aurait exercé le pouvoir pendant 3 ans jusqu'à la prochaine présidentielle, 2024-2027. Et là, on peut être à peu près sûr, même si, en la matière, il faut quand même... L'exercice du pouvoir aurait grandement affaibli le Rassemblement national. Pour le dire plus simplement, le RN au pouvoir, Bardella, Premier ministre de 2024 à 2027, rendait l'élection de Marine Le Pen en 2027 comme président de la République très difficile, voire impossible. Alors que là, c'est la solution idéale. Ils se renforcent en nombre de députés. Financièrement, ça va leur donner des moyens considérables. C'est terminé les problèmes financiers du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui avait été obligé de faire des emprunts auprès de banques russes, ça c'est terminé. Ils vont avoir les moyens financiers colossaux pour pouvoir préparer cette élection présidentielle en étant dans une posture que moi je qualifie d'intelligente, notamment par rapport au cirque de la France insoumise, qui va être une posture à l'Assemblée nationale de députés sérieux, ils mettent la cravate, ils ne font pas d'invectives, etc. Tout se met en place, au fond, pour que le Rassemblement national arrive en 2027 avec les meilleures chances de l'emporter, même si une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est clairement le meilleur scénario possible pour Marine Le Pen, qui au fond, je crois, n'avait pas vraiment envie de remporter ces élections législatives. Ça aurait été très compliqué pour elle, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le pouvoir, ça rend impopulaire mécaniquement, même s'il faut faire attention, Meloni, en Italie, elle n'est pas moins populaire que lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. Donc ce que je dis là, ce n'est pas non plus une règle d'or, une règle systématique. Mais quand même, en France, on sait très bien que l'usure du pouvoir est assez forte et assez rapide. Donc pour Marine Le Pen, le fait de ne pas être au pouvoir, je pense que c'est une très bonne opportunité. Et donc elle va pouvoir préparer cette élection présidentielle de la meilleure des façons qui soit, en paraissant responsable.
Ça aurait été aussi compliqué d'exercer le pouvoir parce que le Rassemblement national, on l'a vu avec les candidats qu'on a vus un peu partout en France, qui étaient invités dans les débats sur les France 3 régionaux, sur France Bleu, etc. Le niveau était quand même globalement faible. Ils disaient à peu près n'importe quoi. Voilà. Et donc, ils auraient gouverné. Alors, il y aurait certainement eu des amis de M. Ciotti qui auraient été ravis de devenir ministre. Mais quand même, pour diriger un pays, il faut un minimum de compétences et un minimum de gens capables d'occuper des fonctions clés. Et ça, le Rassemblement national ne l'a pas. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que Marine Le Pen est très, très contente du résultat, même si, évidemment, elle ne peut pas le dire comme ça. Donc, dire le Rassemblement national a perdu, c'est une erreur fondamentale, en fait. Fondamentale. C'est tout sauf ça. Plus embêtant encore, je crois qu'on ne répond pas aux vraies problématiques du vote Rassemblement national. Voilà. C'est un vrai sujet, ça. On ne répond pas aux problématiques du vote Rassemblement national. Et ça, on le fait, on se trompe sur la réponse qu'on apporte au Rassemblement national depuis plus de 20 ans. Pourquoi le vote RN? Alors attention, hein, j'ai pas la prétention d'avoir une vision exhaustive des choses, j'ai pas la prétention non plus de jamais me tromper. Donc ce que je vais dire là, c'est un ressenti personnel, mais c'est un ressenti d'élu local, au contact de la population, maire d'une ville d'un peu moins de 10 000 habitants, au sein de laquelle le Rassemblement national a fait 30%, un peu moins de 30%, donc c'est très élevé pour une ville comme la mienne, avec l'expérience qui a été la mienne, à la fois de candidat suppléant dans cette élection législative pour le bloc central, et en même temps de maire qui rencontre la population, et mon expérience aussi de maire au contact de la réalité du terrain. Pour le dire simplement, j'ai le sentiment que l'attitude collective, la réponse collective qui est apportée au vote Rassemblement national est un échec continue depuis 20 ans, et qu'on continue, si je puis dire, c'est un échec continu, un échec permanent, et qu'on continue sur ce chemin. Le vote du Rassemblement national, au départ, c'est un vote de colère, qui se transforme en vote d'adhésion. Je suis très frappé de voir la profondeur du vote Rassemblement national. Les gens votent Rassemblement national à chaque élection. C'est un vote qui est de moins en moins volatile. C'est un vote qui est de plus en plus un vote d'adhésion. D'ailleurs, le nombre d'adhérents du Rassemblement national est en train d'exploser. Et donc, on passe d'un vote de colère à un vote d'adhésion. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que la réponse qui est apportée collectivement, et là je pense que tout le monde est responsable de cette situation, c'est une réponse absurde. En gros, on diabolise le Rassemblement national. Fasciste, facho, infréquentable, etc. Et donc en faisant ça, malgré tout, en disant ça, des élus, des députés Rassemblement national, etc., on insulte les électeurs. Enfin, il faut juste réfléchir à ça. On ne répond pas à un vote de colère par l'insulte. Or, c'est ce que nous faisons depuis 20 ans, 25 ans, depuis Le Pen 2002. La montée, le choc de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, et même avant, je pense que c'était la diabolisation permanente. Or, l'erreur fondamentale de tout cela, c'est que quand on a 30% de gens qui votent pour le RN, quand on a 10 millions de personnes qui votent pour le Rassemblement national, bien sûr que dans le vote Rassemblement national, il y a une partie des votants qui sont profondément racistes, qui sont d'une violence inouïe. Les racines de ce parti, on les connaît, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on ne répond pas à ce vote-là en insultant les 10 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. Ou en tout cas, ça ne marche pas. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le vote à l'Assemblée nationale pour la présidence de l'Assemblée nationale. Donc il y avait le Benjamin de l'Assemblée nationale qui était là pour faire les votes, un député Rassemblement national, c'était le plus jeune, et donc il y a les députés insoumis qui sont passés devant lui, etc. Il ne lui serrait pas la main. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que les députés insoumis, peut-être même écologistes, PS, je sais pas, enfin bon bref, je n'ai pas vu qui avait serré la main ou pas, mais ils étaient fiers d'eux. Ah, on est en résistance, on ne serre pas la main des fascistes.
Mais vous imaginez quoi en faisant ça? Ils imaginent quoi, ceux qui font ça? Ils imaginent qu'ils sont dans une résistance. Ils idéalisent les Che Guevara du combat politique moderne. En fait, c'est ça. On a face à nous des héros de la résistance face au fascisme. C'est grotesque. C'est grotesque, en fait. D'ailleurs, c'est tout ce qui me différencie, moi, enfin tout, non, en tout cas une partie de ce qui me différencie de la France insoumise. J'en dirai un mot, hein, évidemment, de la France insoumise. Moi, je suis un républicain, profondément républicain. Je suis attaché aux valeurs de la République, très attaché au bon fonctionnement institutionnel de notre pays. Nous avons besoin, dans une démocratie mature, d'avoir un respect profond de nos institutions, de l'esprit de nos institutions. Quand les gens votent et qu'ils vont élire quelqu'un, c'est l'expression du peuple, il est élu, c'est un député comme les autres. On combat ses idées, mais il est le représentant de sa circonscription. Si Jean-Luc Mélenchon avait été Premier ministre, je déteste Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise, pour moi, est sortie du champ républicain. Je vous expliquerai pourquoi. Mais si Jean-Luc Mélenchon avait été Premier ministre, et que Jean-Luc Mélenchon avait voulu venir à Sébaza, parce que comme on a un centre de recherche d'un grand équipementier automobile qui fabrique plutôt des pneus, si vous voyez ce que je veux dire, sur Sébaza, régulièrement on a des visites de Premier ministre, de Président de la République. François Hollande est venu à Sébaza, Emmanuel Macron est venu à Sébaza, Manuel Valls est venu à Sébaza, bref, on a toujours des visites ministérielles, voire présidentielles. Imaginons que Jean-Luc Mélenchon ait été désigné Premier ministre. C'est quelqu'un, vraiment, je n'ai aucune sympathie pour le personnage, je considère que c'est un danger pour notre République. Mais s'il est Premier ministre et qu'il vient à Sébaza, en tant que maire, je l'accueille de façon républicaine et je lui serre la main. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionne la République. Et ceux qui pensent qu'en ne serrant pas la main, en pointant du doigt, en diabolisant, font quoi que ce soit pour lutter contre le vote, mais se trompent mais complètement. Non seulement ça ne marche pas, mais ça ne fait que renforcer la volonté des électeurs de continuer à voter pour le Rassemblement national. Les 10 millions de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, je peux vous dire qu'ils ont le sentiment, avec tous ces désistements, etc., tous ces arrangements, c'est comme ça qu'ils le vivent, toutes ces bidouilles, on va le dire comme ça, c'est ce qu'ils, eux, ressentent. Je ne dis pas que c'est ce que je dis, mais c'est en tout cas comme ça qu'ils le ressentent. Je vous garantis qu'ils vont continuer à voter Rassemblement national. On ne fait que renforcer le vote Rassemblement national en ayant des attitudes qui ne sont pas républicaines. Si un député du Rassemblement national tient des propos racistes, antisémites hors la loi, porte plainte contre lui, il est condamné par la justice, on lève son immunité parlementaire. Voilà, il y a des lois. Il est député comme les autres. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, je pense que cette façon de diaboliser en permanence le Rassemblement national, on le constate de façon factuelle, ça ne marche pas. Plus on diabolise, plus il monte. Alors, d'où vient le vote du Rassemblement national ? Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un vote de colère. Je crois que c'est un vote qui va puiser ses racines dans des motivations très différentes les unes des autres. Je crois qu'il y a des choses, au-delà de l'aspect diabolisation, qui ne fait que renforcer ce vote, en tout cas, il y a des choses profondes, des sujets qu'on ne veut pas aborder, l'immigration par exemple, je vais en dire un mot. Il y a des sujets d'ordre social, le sentiment de déclassement, qui est très puissant, je vais aussi en dire un mot. Et puis, il y a des sujets aussi qui sont un peu des sujets, je ne vais pas dire interdits, mais en tout cas que la gauche ne veut pas aborder ou ne veut pas voir. Des sujets liés à la sécurité. Voilà. Et donc, tout ça mis bout à bout pousse le Rassemblement national vers le haut. Donc ma conviction, mon intime conviction, c'est que si on veut faire reculer le Rassemblement national, il faut avoir une vision claire de ce que l'on veut en matière de politique liée à l'immigration, quelle est notre volonté politique collective en matière d'immigration. 2, sur le déclassement social qui intègre d'une certaine façon le niveau de vie, le pouvoir d'achat, quelles sont les réponses que nous y apportons. Et 3, en matière de sécurité, que fait la République ? Je vais commencer par l'immigration, comme ça ce sera fait, je ne vais pas y passer trop longtemps, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est un sujet tabou pour la gauche. Interdit d'en parler. Interdit d'en parler. Parler d'immigration, c'est déjà être un peu raciste. C'est un truc incroyable en fait. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible, parce que toutes les grandes démocraties dans le monde peuvent parler d'immigration. Quelle est la politique migratoire que nous voulons mettre en place ? Quel est le nombre d'immigrés que nous voulons voir arriver sur notre territoire national ? Est-ce que d'ailleurs nous voulons un nombre ? Certains, à gauche,
particulièrement l'extrême gauche, disent il faut une immigration massive, avec des arguments qui parfois peuvent s'entendre. Si je prends un exemple, en matière de main-d'œuvre, on sait que le vieillissement de la population en France et en Europe, on pourrait citer l'exemple de l'Allemagne qui est quasiment caricatural, on a des pénuries de main-d'œuvre qui sont dramatiques dans certains secteurs. En Allemagne, ça commence à devenir dramatique. On a un déclin démographique qui s'accélère, et face à ce déclin démographique, on a des problématiques de financement de nos retraites, par exemple, que si on n'a pas suffisamment d'actifs, oui, ça pose des problèmes d'équilibre à moyen. Donc, on pourrait très bien avoir, effectivement, des gens qui viennent défendre une immigration, j'allais dire massivement, en tout cas très importante, pour justement permettre à nos démocraties vieillissantes de continuer à avoir un appareil productif qui fonctionne. Ça s'entend. On pourrait aussi dire, non, il faut qu'on fasse attention, parce qu'en termes d'équilibre général et de qualité d'accueil de ces populations, nous devons être vigilants à préserver de la mixité sociale, c'est-à-dire ne pas se retrouver avec des quartiers où on pourrait avoir une population immigrée très importante et donc sans avoir de mixité, ce qui pose potentiellement des problèmes. Une capacité d'accueil de notre pays en termes de logement peut-être pas suffisante et que de ce fait-là, il faut que nous ayons une vision claire de ce que nous voulons en matière d'immigration. Mais ce débat-là, c'est-à-dire un débat apaisé, où d'un côté on n'aurait pas le rejet systématique de toute immigration, quitte à laisser les gens mourir dans la Méditerranée, ce qui est juste impensable, pas laisser mourir les gens dans la Méditerranée. On est juste des êtres humains quand même. À un moment donné, il faut essayer d'avoir un peu d'humanité dans tout ça. Ce sont des gens qui fuient leur pays, qui fuient leur misère. Voilà. Et donc il faut avoir un minimum d'humanité et en même temps dire on ne peut pas accueillir tout le monde. Ou en tout cas, il faut qu'on ait des règles. Et ne pas accueillir tout le monde, ça veut dire que dans nos procédures d'études des demandes de titres de séjour, si on arrive au bout de la procédure et qu'un individu est obligé de quitter le territoire national, OQTF, obligation de quitter le territoire français, il faut exécuter les OQTF. Ce sujet des OQTF est un sujet très intéressant. Quand j'en discute comme ça, en tête-à-tête avec des élus de gauche, plus particulièrement d'extrême gauche, quand je leur dis, si quelqu'un arrive en bout de procédure, il a fait sa demande, et la République a étudié sa demande, et la République française dit non, vous devez rentrer chez vous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui fuit son pays pour des raisons politiques, qui fuit la guerre. Parce que ça, il y a une tradition d'accueil des populations qui fuient vraiment la guerre, parce qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, ou des populations qui sont maltraitées. Je vais prendre un exemple. Vous êtes une femme afghane, vous demandez l'asile en France. Comment la France ne pourrait pas accorder l'asile à une femme afghane qui veut se réfugier pour fuir un pays qui maltraite à ce point les femmes? Donc on a aussi une tradition d'accueil. Mais un individu qui demande, qui n'est pas dans un pays en guerre, qui est un pays, quelquefois même au cœur de l'Europe, il y en a, et qui se voit débouté de sa demande d'asile, est-ce qu'on le reconduit à la frontière? Est-ce qu'on le reconduit dans son pays? Moi j'ai des élus, je ne citerai pas leur nom, qui m'ont dit non. Non, on n'expulse personne. C'est pas possible. Si on n'expulse personne, si quand quelqu'un arrive sous OQTF et qu'on ne l'expulse pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. Puisque quand les règles ne sont pas respectées, on dit qu'il faut l'expulser. Mais si on ne l'expulse pas, ça ne sert à rien d'avoir des règles. Donc ça veut dire que toute personne qui met le pied sur le territoire national, de facto, reste en France. Autant que 30 ans qu'il veut. Il n'a même pas besoin de titre de séjour. On distribue les titres de séjour. Et puis pourquoi pas de la nationalité française tant qu'on y est. Mais il y en a qui militent pour ça. Mais on peut avoir ce débat. Moi, le problème, c'est que c'est un débat qui est interdit. Et pourquoi je parle du vote Rassemblement national? Parce que le Rassemblement national, lui, il en parle. Il en parle de façon excessive, de façon provocatrice. Mais comme les gens raisonnables, je vais le dire comme ça, ou en tout cas les gens qui veulent avoir un débat apaisé, n'osent pas parler de ce sujet-là, on laisse les radicaux en parler et surfer, si je puis dire, sur ce thème-là. Donc pour moi, il faut que nous ayons un débat calme, apaisé, sur l'immigration, quelle est l'immigration que nous voulons avoir dans notre pays, quelle est la position de l'Europe, de telle sorte que nous ayons une vision à la fois humaniste et responsable, humaniste
parce qu'on ne peut pas laisser mourir les gens au milieu de l'océan ou dans des cages en Libye, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Après, on les laisse en Libye et ils sont traités comme des esclaves, parce qu'on est quand même juste des êtres humains et qu'on a un peu de respect pour la dignité humaine. Donc ne pas accepter ça et en même temps ne pas dire tous ceux qui veulent venir en France ont le droit de venir en France, parce qu'à ce moment-là, on aura des vagues migratoires très importantes et on n'aura pas la capacité à les intégrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, premier sujet, l'immigration. Deuxième sujet, le déclassement. Ça, c'est un sujet pour lequel il est très compliqué de lutter. En France, on est un pays où nous avons les dépenses sociales les plus élevées au monde. En dépenses, si on rapporte ça en pourcentage de points de PIB, nous avons un système de solidarité qui est extraordinairement puissant, qui réduit fortement les inégalités, c'est-à-dire que les écarts de revenus avant redistribution et après redistribution sont beaucoup plus faibles, évidemment, après redistribution, et qu'on voit qu'on a un système redistributif qui est ultra puissant, parce qu'on a des dépenses publiques très élevées, parce que, comme on a des dépenses publiques très élevées, on prélève beaucoup d'impôts, de taxes, de charges sociales, etc., patronales, et que donc on redistribue beaucoup. Et malgré ça, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont un sentiment puissant de déclassement, qui ont le sentiment que demain sera plus difficile qu'aujourd'hui, le sentiment de ne pas s'en sortir financièrement, ce qui est vrai. Je vais faire le distinguo entre deux choses par rapport à ça, et je ne veux pas être trop long parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je crois qu'il y a le ressenti d'un point de vue social et il y a le ressenti économique. Sur le ressenti du point de vue social, le sentiment ceux qui ne sont rien, pour reprendre une expression détestable utilisée par Emmanuel Macron, je crois vraiment que la France périphérique des provinces, et je mets dedans évidemment les quartiers populaires, je mets dedans les zones rurales pour lesquelles c'est plus compliqué avec le sentiment d'être délaissé, il y a vraiment le sentiment d'être pas bien considéré d'un point de vue social. Moi, je crois que ce qui a coûté cher finalement au président de la République en termes d'image, c'est son sentiment auprès de la population qu'on a quelqu'un très prétentieux, la Startup Nation, quoi. Il a eu des mots qui étaient incroyablement malheureux quand il a parlé des ouvrières illettrées. Quand dans la gare, je ne sais plus si c'était la gare Saint-Lazare, il a dit dans ces endroits, alors j'ai plus les termes exacts, mais se croisent en gros des start-upers bientôt millionnaires et ceux qui ne sont rien. Mais ça veut dire quoi ça? C'est qui ceux qui ne sont rien? C'est quel niveau de mépris? Benjamin Griveaux qui à un moment donné, avec beaucoup de mépris, parlait de ces Français qui roulent en diesel et qui fument des clopes. Et, enfin, excuse-moi Benjamin, mais Griveaux, alors il a quitté la scène politique, mais enfin, t'es qui pour dire ça? Au nom de quoi tu portes des jugements comme ça? C'est invraisemblable en fait. C'est juste incroyable. Quand Emmanuel Macron, il y a une scène qui m'a beaucoup frappé, qui m'avait beaucoup marqué. Quand Emmanuel Macron, je crois que c'était à l'Élysée, il y a un jeune, je crois qu'il était horticulteur, ou en tout cas il avait un diplôme d'horticulture, il expliquait au président de la République qu'il ne trouvait pas de travail. Et là, Emmanuel Macron le tense. Comment ça, tu ne trouves pas de travail? Je traverse la rue, je te trouve du boulot. Et comment on peut dire ça à quelqu'un qui cherche du travail? Même si sur le fond, on pourrait se dire, ouais, c'est vrai que, et parce qu'il pensait aux restaurateurs, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui cherchent du travail. Et aujourd'hui, quand on cherche du travail, on finit par trouver. Imaginons que sur le fond, il ait raison, mais on ne peut pas dire ça comme ça à un jeune qui galère pour trouver du travail dans le secteur qu'il a choisi, dans le secteur dans lequel il a un diplôme. C'est hyper méprisant. C'est pas possible. Mais ça traduit le fait qu'il n'a jamais été élu local. Quand on est maire, on reçoit des gens qui sont dans la galère, qui sont dans une détresse sociale, quelquefois une détresse affective aussi, dans une détresse tout court financière, terrible. Et qu'on a de l'empathie pour les gens qu'on a en face de soi, parce qu'ils galèrent. Moi, j'ai reçu beaucoup de gens, moi maintenant, parce qu'effectivement, le marché du travail s'est amélioré, mais j'ai reçu beaucoup de gens, depuis que je suis maire, qui galéraient pour trouver du travail. Ce que je lui aurais dit, et je l'ai déjà dit en plus à des jeunes, notamment les jeunes qui cherchaient du travail dans un domaine très spécifique, j'aurais dit, mais est-ce que vous avez pensé à chercher ailleurs, dans un autre secteur? Moi, le jeune, j'aurais dit, d'accord, tu ne trouves pas comme horticulteur, est-ce que tu as pensé à regarder, est-ce que tu as pensé à aller postuler dans des restaurants? Ils cherchent du monde dans les restaurants.
Comment c'est pas ton métier? Je sais, mais dans un premier temps, tu peux peut-être démarrer dans un restaurant et après, toujours être à l'affût et de voir s'il y a des postes qui se libèrent, qui s'ouvrent dans ton secteur. Mais on ne dit pas, tu traverses la rue, tu trouves du boulot, c'est pas possible. Moi, une fois, j'ai été confronté, c'est une petite anecdote personnelle, à un jeune qui cherchait du travail et il ne trouvait pas de boulot. Il écrivait, il envoyait des CV et il ne trouvait pas de boulot et il ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, en l'ayant dans mon bureau, je comprenais pourquoi. Je comprenais pourquoi. Physiquement. En face de moi, j'avais un individu qui, et je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne voudrais pas qu'il se reconnaisse, mais qui ne donnait pas envie à un potentiel employeur de l'embaucher. Parce qu'il cherchait dans la restauration. La restauration, le contact des clients. On n'est pas tout seul dans un bureau. Et donc les clients, il faut être souriant, il faut être bien habillé, il faut être bien coiffé, il faut avoir un certain nombre de trucs. Et donc ça ne peut pas le faire en fait. Enfin, en tout cas, si vous êtes restaurateur, vous préférez prendre quelqu'un qui a comment dire, une allure générale qui peut correspondre à ce qu'on imagine d'un serveur. Prenez pas, alors je vais prendre cet exemple parce que comme ça au moins c'était pas le cas, mais c'était autre chose. Mais vous prenez pas quelqu'un qui a un piercing énorme sur le visage, je sais pas, ou des boucles d'oreilles énormes, si c'est un garçon qui dans un restaurant pourrait potentiellement interpeller la clientèle. Le problème c'est que moi j'étais en face de lui, mais comment je lui dis, comment je lui fais comprendre que ce qui se pose problème c'est lui, c'est son attitude, c'est son look, c'est peut-être sa façon d'habiller ou autre chose de physique. Et qui peut résoudre ce problème facilement en plus. C'est pas facile. J'ai été très prudent dans mes propos. Je voulais pas le blesser. Je voulais pas lui donner le sentiment que je portais un jugement sur ce qu'il était lui en tant qu'être humain, tout simplement. Moi, je suis qui pour juger? Mais en même temps, je voulais lui donner des conseils. Donc j'ai travaillé, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez réfléchi? Si vous mettez à la place des restaurateurs, si vous étiez vous restaurateur, que vous cherchez un serveur, quels sont les critères? Et à la fin, il a compris. À la fin, il a compris. Il a dit, mais alors c'est peut-être moi, c'est peut-être mon look, c'est peut-être ma façon de m'habiller ou ma façon d'être comme ça qui peut poser problème. Je lui dis, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais c'est lui qui est arrivé à cette conclusion. Vous comprenez? Si je lui avais dit d'entrée de jeu, bah, dis, ouais, tu cherches du boulot, mais t'as vu comment t'es fait? C'était pas possible, c'est trop violent. Donc tout ça, ça demande un peu de subtilité. Et c'est vrai que le président de la République, de ce point de vue-là, n'a pas fait preuve de subtilité dans ses prises de parole certaines fois. Alors c'est vrai qu'il parle beaucoup, il parle trop d'ailleurs. Je crois qu'un président de la République, c'est pas qu'il ne devrait pas dire ça, mais ne devrait pas parler autant. Le président de la République devrait avoir une parole rare, très rare. Il parle trop. Donc ceux qui ne sont rien, les illettrés, bon, on avait François Hollande qui avait parlé des sans-dents, parce que c'est pas, en plus c'est pas l'exclusivité d'Emmanuel Macron, les sans-dents. Donc tout ça, ça exaspère les gens qui se sentent visés en fait. Ça les exaspère contre ces élites. C'est malheureux de parler comme ça, hein. Parce que les élites, c'est quand même un mot qu'utilise beaucoup Marine Le Pen, qu'a beaucoup utilisé Marine Le Pen, hein, le peuple versus les élites. Mais forcément, quand vous avez des propos comme ça, c'est incroyable. Donc il y a ce côté social de sentiment de déclassement. Et moi, j'ai été frappé de voir, je ne sais plus, j'avais vu un reportage dans le nord de la France, où il y a un journaliste ou une journaliste qui interrogeait une fan absolue de Marine Le Pen qui était en campagne. On disait, mais pourquoi Marine Le Pen? Et elle a eu cette phrase terrible, de dire... elle au moins elle nous respecte. Elle au moins elle nous respecte, elle au moins elle n'a pas honte de nous. Vous vous rendez compte un peu? C'est terrible, c'est terrible. J'en veux beaucoup là, de ce point de vue-là, au président de la République et à cette espèce de Startup Nation, les premiers Macron Boys, la première bande qui était arrivée à l'Élysée en 2017, cette vision très centralisatrice, on va moraliser la vie politique, vous allez voir, nous, ceci, cela, mais on ne gouverne pas un pays comme ça. Le pays est complexe, le pays est fragile, faut prendre en compte les corps intermédiaires. Je veux dire, quand il n'a pas vu venir les gilets jaunes, mais enfin, à un moment donné, les gilets jaunes, la hausse des prix du carburant, ça posait des problèmes énormes pour tous ceux qui roulent en diesel, même ceux qui roulent en diesel, bah ouais, parce que là, quand vous n'habitez pas dans les grandes métropoles, bah vous avez besoin de votre voiture pour vous déplacer. Ah, mais c'est sûr, à Lyon, Marseille, Paris, machin, il y a du tram, il y a du train, il y a du métro, il y a tout ce que vous voulez pour vous déplacer. Mais quand vous êtes à 30, 40, 50 km de ces villes, vous êtes au milieu d'un département rural et que vous devez faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller au boulot, pour déposer les enfants à l'école, mais c'est un autre monde. Moi, je le vois bien, pour mon travail, je suis souvent à Paris, mais je vois bien que la vision des Parisiens de ce que peut être la vie en province, elle est complètement décalée. Et donc, voilà, il y a ce sentiment, cette espèce, on a dit la diagonale du vide, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, vraiment une rupture très forte entre Paris et la province. Et d'ailleurs, quand on regarde le vote du Rassemblement national, c'est Paris contre le reste de la France. Donc, il y a ce sentiment de déclassement
une perception de « on n'est rien », ceux qui ne sont rien, et ça suscite de la colère, et ça alimente le vote Rassemblement national. Après, il y a le déclassement économique, et celui-là, il est redoutable, parce qu'on a eu une montée des prix, notamment des prix de l'énergie hallucinante, des prix de l'électricité. Je crois qu'il y a aujourd'hui le sentiment pour beaucoup de gens de ne pas du tout s'en sortir. Alors, souvenez-vous quand même en 2007, c'est pas un sujet nouveau, le sujet du pouvoir d'achat. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu sur le thème de travailler plus pour gagner plus. Donc, on a ce sujet-là qui existe depuis très longtemps et qui, à mon avis, qui va perdurer. Je crois qu'on a néanmoins un problème majeur dans notre pays qui alimente ce sentiment de déclassement social et économique, c'est un problème lié au logement. Vraiment, on a un très très gros problème. Pour le dire simplement, on a un prix du logement qui est inaccessible pour beaucoup de ménages. Aujourd'hui, être propriétaire de son logement, être propriétaire de sa maison, c'est le rêve de toute une vie de beaucoup de gens. J'ai plus les études en tête, mais de mémoire, devenir propriétaire, c'est en gros, propriétaire de sa résidence principale, 80 à 85% des Français ont ce rêve-là. Aujourd'hui, on a à peu près 58% de Français propriétaires. Et donc, le fait d'être propriétaire de son logement, c'est le rêve d'une vie. C'est devenu impossible, compte tenu des prix du logement, compte tenu des prix du foncier, compte tenu des prix du coût de construction. C'est devenu un rêve inaccessible pour les jeunes, c'est même pas la peine d'y penser, et pour les ménages aux revenus modestes. On a exclu du parcours résidentiel, de l'accession à la propriété, les jeunes et les ménages aux revenus modestes. C'est inacceptable, c'est invraisemblable. D'autant que ce résultat, c'est la conséquence de décisions politiques, de lois qui ont été votées et qui sont désastreuses. Désastreuses. Je ne vais pas en citer 150 parce qu'encore une fois, je pourrais en parler très très longtemps. Mais quand on vote la loi climat et résilience, qui est une loi, mais alors, tout n'est pas à jeter, mais franchement, c'est une loi désastreuse. On se demande comment des députés ont pu voter cette loi-là. Quand on vote la loi climat et résilience, on vote le zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'en 2050, on ne veut plus rien artificialiser en France. Et on veut réduire de 50% d'ici 2030. Donc on est en train d'organiser dans notre pays la pénurie de foncier. La pénurie de foncier. C'est-à-dire que tous les PLU qui sont en cours de révision, les PLUI, il y a des hectares qui étaient constructibles qui ne sont plus constructibles. On ne pourra plus construire sur ces zones-là pour préserver les terres agricoles, etc. C'est très bien, sur le papier, on se dit oui, c'est formidable, c'est ce qu'il faut faire, mais quelles sont les conséquences de ça ? Les conséquences de ça, c'est quand vous organisez la pénurie de foncier, les prix s'envolent. Moi, je le vois dans ma commune, aujourd'hui, le prix du mètre carré, c'était peut-être 130 €, on pouvait avoir 130, 140 € il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est à 200, 210. Et ça va continuer, ça va s'envoler. Mais qui peut acheter un terrain de 500 mètres carrés, 700 mètres carrés à 200, 250 € le mètre carré, sachant que derrière, en plus, il faut construire. Et là, deuxième effet qui se coule, comme on n'arrête pas d'augmenter les réglementations environnementales, les coûts de construction augmentent. La RE 2020, la réglementation environnementale 2020, quand vous discutez 2 secondes avec un constructeur de maison individuelle, il vous dit ça fait entre plus 15 et plus 20% de coûts de construction. Après la RT 2012, la réglementation thermique 2012. Donc en fait, on n'arrête pas de voter des lois qui... Alors sur le papier, bien sûr, donc on fait des logements qui sont quasiment énergie positive, on met des règles incroyables, mais tout ça, ça coûte de plus en plus cher à construire, le foncier est de plus en plus cher, et donc on arrive à des prix qui sont inaccessibles pour les ménages. Ceux qui sont propriétaires d'un logement, en gros les retraités, eux, ils n'ont pas de problème, ils ont un logement dont la valeur n'arrête pas d'augmenter sans rien faire, et ils sont dans leur logement, mais les autres... Et donc ça, quand vous travaillez, quand vous avez 2 salaires, vous allez gagner chacun 1500, 1600, 1700 € par mois, donc 3000, 3005 à 2, et que vous devez faire un emprunt pour avoir un petit pavillon, parce que c'est le rêve de votre vie, parce que vous avez 1 ou 2 enfants et que vous voulez juste être installé normalement, correctement, ça devient inaccessible. Parce qu'il va falloir emprunter 200, 250 000 € et que ça vous fait des mensualités à 1500 €. Et si vous en gagnez 3000, c'est pas possible. Donc en fait, voilà, on organise ça, et encore une fois sur le zéro artificialisation nette, pour être tout à fait complet sur ce point-là,
je pense que pendant très longtemps, on a fait n'importe quoi, notamment quand on a fait des zones commerciales sur des kilomètres et des kilomètres à perte de vue avec des magasins horribles. Vraiment, ces zones commerciales sont horribles. Mais on a fait n'importe quoi avant, donc il fallait arrêter ça. Mais pour autant, passer de tout à rien, à mon avis, il y a un juste milieu qui est le milieu de la raison. Notre pays, je vous donne les grandes masses, ce n'est pas au pourcentage près, mais retenez à peu près ça, 50% du territoire, un peu plus, c'est des terres cultivables, des terres agricoles. On a 30 ou 32% de la surface de notre pays qui est occupée par la forêt. Une forêt qui n'a pas arrêté de se développer sur ces 200 dernières années. Donc on a une forêt qui est très très importante, donc tant mieux. Et après, si on enlève tout le reste, les friches, etc., on se retrouve à peu près avec, je crois, 12 ou 15% du territoire qui est urbanisé. Donc en fait, on organise la pénurie de foncier dans un pays qui est vide, en termes de densité d'habitation. C'est une folie furieuse. Et ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. On sera obligé de revenir en arrière, ne serait-ce qu'aussi que pour des raisons économiques. Si on veut ouvrir des usines, on dit ah ben oui, il faut arrêter de produire à l'autre bout du monde, il faut ouvrir des usines, on veut réindustrialiser le pays. Ah bon, mais on les ouvre où les usines? Moi je vois au sein de Clermont-Ferrand Métropole, le foncier économique disponible. Si demain on avait une grande entreprise qui nous dit tiens, je veux X hectares pour construire une usine, on est incapable de lui donner. Enfin, voilà, on n'a plus de foncier. Donc pour toutes ces raisons, je pense que le ZAN ne tiendra pas, sauf qu'entre-temps, ça crée un sentiment de déclassement très puissant parce que vous avez aujourd'hui des Françaises et des Français qui disent « mais moi, à notre âge, mes parents étaient déjà propriétaires, moi, j'arrive pas à acheter ». C'est bien la preuve que, en fait, on n'arrête pas d'avoir un niveau de vie qui baisse. Autre exemple de la loi climat et résilience qui a été un puissant levier pour le vote Rassemblement national, les ZFE, les zones à faible émission. C'est-à-dire qu'on a voté le fait qu'on allait interdire dans les grandes métropoles de plus de 150 000 habitants les véhicules les plus anciens, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus le droit de circuler à partir de telle date, telle date et telle date, avec un échéancier qui était à la main des collectivités territoriales. Et donc, en fait, on dit à nos compatriotes qui ont les véhicules les plus anciens, les plus polluants, toi, tu ne peux plus venir en centre-ville. Qui conduit les véhicules les plus anciens? Qui conduit le diesel, le Scénic diesel qui a 20 ans? Ben, c'est les ménages qui ont les revenus les plus modestes, en fait. Donc, on en arrive à cette folie, une vraie folie, qui heureusement aujourd'hui, tout le monde est en train de revenir en arrière. On était parti sur cette folie de dire aux ménages modestes qui n'ont pas beaucoup d'argent, toi, tu es trop pauvre pour venir en centre-ville avec ta vieille voiture pourrie. On ne veut pas de toi. Donc tu gardes ta voiture sur un parking relais, tu prends les transports en commun. Mais la maman solo qui travaille en centre-ville parce qu'elle est hôtesse de caisse dans un magasin et donc elle habite à 30 km parce que la conséquence des prix du logement hors de prix, c'est que les gens sont sortis des centres-villes. Donc elle prend son vieux Scénic, elle dépose ses enfants à l'école le matin, elle prend son Scénic pour aller bosser en centre-ville, hôtesse de caisse, le soir elle repart vite pour aller chercher ses enfants et à elle, parce qu'elle a un vieux véhicule, on lui dira demain « Ah mais toi avec ton vieux Scénic, toi tu pollues trop, tu laisses ta voiture sur un parking relais à l'entrée d'une ville, une fois que tu as fait ça, tu prends un bus ou un tram ou je sais pas quoi, tu vas en ville, le soir tu ressors, tu reprends le tram, le bus, tu reprends ta voiture et tu vas chercher tes enfants à l'école. » Mais c'est honteux de faire ça. Socialement, c'est profondément injuste. Qui peut accepter ça? C'est inacceptable en fait. Mais cette loi a été votée. Et tout le monde dit « C'est super, on a voté une super loi !» Incroyable. Je ne sais pas si les parlementaires lisent tous les lois qu'ils votent, en fait, tellement c'était socialement injuste. Alors, face à la catastrophe, on rétropédale. Oh là là, bah oui, alors on va décaler, non, c'est pas obligatoire. Il y en a même qui ont dit, oui, on va la mettre en place, mais on ne contrôlera pas. Donc, on vote des lois, on met des règles en place, mais c'est tellement explosif qu'on dit qu'on ne va pas contrôler pour ne pas sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. On vote une loi, mais on ne veut pas la faire appliquer. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête dans ce pays. C'est invraisemblable. Donc ça, ce déclassement social a été un puissant puissant levier pour le Rassemblement national, avec des décisions politiques qui ont été prises en dépit du bon sens. Donc sur le logement, on a le logement qui est inaccessible, on a eu les prix de l'énergie qui ont augmenté de façon forte. Alors face à ça, bien sûr, la majorité sortante ou battue, ou je ne sais pas comment le dire, d'Emmanuel Macron dit oui, on a fait des boucliers pour le carburant, on a fait des boucliers pour l'énergie. Oui, c'est vrai tout ça. C'est vrai. La seule chose, c'est que ça n'imprime pas dans l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on a dépensé des milliards et des milliards. D'ailleurs,
pour toutes les catégories sociales, parce que quand on baisse les prix à la pompe, celui qui a beaucoup de revenus en profite, au même titre que celui qui n'a pas beaucoup de revenus. Donc ce n'est pas ciblé comme mesure. Ça coûte très cher au budget de l'État, mais ce ne sont pas des mesures qui sont ciblées et qui sont donc très efficaces. Et donc on se retrouve avec des gens qui ont un sentiment puissant de déclassement, parce qu'on leur dit qu'ils sont rien, parce qu'on leur dit que voilà, ils sont analphabètes, parce qu'on leur dit ceci ou cela, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, et des lois qui confirment qu'on veut les exclure en fait. Donc tout ça est détestable et alimente fortement le vote Rassemblement national. Enfin, dernier point sur le vote Rassemblement national, la sécurité. Alors ça, la sécurité, le respect de la règle, je veux dire. C'est pas que la sécurité d'ailleurs. La sécurité, c'est très restrictif. C'est le respect des règles. Ça, c'est un truc, mais c'est ultra puissant pour le vote Rassemblement national. En fait, on est dans un pays où le respect de la règle, je ne vais pas dire devient facultatif, mais quasiment. Et que ceux qui ne respectent pas la règle ont un puissant sentiment d'impunité. Et que, du coup, les honnêtes citoyens, ceux qui veulent respecter la règle, parce qu'ils ne demandent rien à personne, ben, eux, ils sont très embêtés tout le temps, et ils voient que ceux qui ne respectent pas la règle sont très souvent punis. Je ne vais pas prendre 150 exemples, parce que là aussi, je vous assure, depuis que je suis maire, en 10 ans, je pourrais vous mettre mais des dizaines et des dizaines d'exemples qui sont exaspérants. Je viens prendre une décision à Sébaza, de fermer le parc principal de la ville, parce qu'on avait tous les samedis des mariages qui posaient problème. Des cortèges, rodéos, run, départs arrêtés, des voitures qui roulent à 100 km/h devant le parc, des motocross, des voitures qui rentraient dans le parc public pour déposer la mariée. On a des mariages qui viennent de toute la métropole à Sébaza pour faire les photos, parce qu'on a un très beau parc. On peut avoir 3-4 mariages par samedi. Bah, quand on a 3, 4, 5 mariages par samedi, il y en a 3 qui se passent bien, puis il y en a 1 ou 2 qui dégénèrent. Voilà, qui dégénèrent. Et donc la population voit des mariages qui mettent un bazar pas possible, non-respect des règles, feu rouge grillé, excès de vitesse, conduite dangereuse, rond-point bloqué, enfin, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe face à ces comportements? Rien. Rien. La police n'a pas les moyens humains d'être présente tous les samedis avec un carte CRS devant le parc pour établir l'ordre. Quand j'en parle avec la police, évidemment, et je ne jette pas la pierre à la police parce qu'elle fait un travail très difficile dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles, et les fonctionnaires de police n'y sont pour rien. C'est plus une conséquence d'une absence de réponse nationale sur ce sujet-là. Ils disent, mais monsieur le maire, quand vous avez 30 ou 40 voitures, si on envoie un kangou de police avec 3 policiers intérieurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? On se retrouve avec des berlines, en général de marque allemande, qui roulent à des vitesses folles, qui sont immatriculées à l'étranger, en général en Pologne, puisque ce sont des sociétés de location polonaises qui mettent ces voitures à disposition. Donc vous pouvez verbaliser tout ce que vous voulez, hein, les amendes elles partent en Pologne. Inutile de vous dire qu'elles ne sont pas payées. Donc en fait, vous avez des gens qui font n'importe quoi, en toute impunité, et ce que je vais vous dire là, c'est pas moi qui l'invente, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Parce que moi, quand il y a des mariages comme ça qui dégénèrent, j'y vais pour essayer de ramener le calme. J'ai failli déjà avoir beaucoup de problèmes par rapport à ça, prendre des coups, etc. Et j'écoute ce que me disent les gens. J'ai eu 2 remarques sur le dernier mariage qui a débouché sur la fermeture du parc. Première remarque, c'est, monsieur le maire, eux, ils n'auront rien comme amende. Hein, on est d'accord, eux, ils ne seront pas sanctionnés. Bah, vous savez, c'est compliqué, les voitures en Pologne, tout ça, la police qui n'est pas là, qui va arriver, voilà. Ouais. Il me dit, mais moi, monsieur le maire, l'autre matin, quand je suis parti au boulot, c'est vrai, j'ai pas respecté la limitation de vitesse. Hein. C'était limité à 70, j'étais flashé à 75. Moi, je vais l'avoir, l'amende, et je vais payer mon amende. Et comme c'était 75, en plus, il perd 1 point. Vous vous rendez compte, monsieur le maire? Qu'est-ce que je lui réponds à ça? Et j'ai une dame qui, juste après, qui était à côté de lui, qui m'a dit, elle m'a tapé sur l'épaule avec un air assez compatissant, puisque je sortais quand même d'un moment où j'avais été très tendu avec les jeunes qui étaient là, parce que ça a failli dégénérer, il y a eu une altercation, etc. C'était très tendu. Elle m'a tapé sur l'épaule pour me réconforter en me disant, vous savez, monsieur le maire, c'était la veille du 2e tour des législatives, le samedi qui précédait le samedi 6 juillet, du coup. Elle m'a tapé sur l'épaule en me disant, monsieur le maire, pour arrêter ce genre de comportement, c'est ce qu'on doit voter demain. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le maire? Évidemment, je lui dis, non, madame, c'est pas la solution. Mais c'est un puissant levier. Bon, c'est le non-respect des règles. Quelquefois, des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui, à mon sens, ne le sont pas. Quand vous voyez des jeunes qui roulent avec des motocross sans casque,
Et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez des jeunes qui sont dans les quartiers et qui mettent des chaises, des banquettes dans l'espace public pour guetter si la police arrive, et parce qu'il y a du trafic de drogue. Mais enfin, quand on a ça et qu'il ne se passe rien, le sentiment général, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de République, en fait. Il n'y a plus de République. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où les honnêtes citoyens voient que la République, elle a abandonné l'espace public aux mains de petits trafiquants, aux mains de gens qui font des affaires en tout genre qui sont illégales, et qu'il n'y a pas de réponse. Ou en tout cas, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de réponse. Et que donc tout ça, c'est le sentiment général que, en fait, il y a une République à deux vitesses. Il y a une République qui va être sévère avec les honnêtes citoyens qui veulent respecter la règle, et quand ils ne font pas les choses comme il faut, ils seront sanctionnés. Et puis il y a la République qui est laxiste avec ceux qui, au quotidien, empoisonnent la vie des gens. Les honnêtes citoyens, ils ne veulent rien, ils veulent être juste tranquilles, juste pouvoir travailler, juste pouvoir aller à l'école, juste pouvoir vivre tranquillement, juste avoir leur logement. Et ils ont de plus en plus de mal à le faire. Donc on est dans une situation aujourd'hui où ces honnêtes citoyens ne savent plus quoi faire pour se faire entendre. Et donc ça débouche inéluctablement sur un vote Rassemblement national, avec le sentiment que seul le Rassemblement national porte des discours qui sont des réponses, à mon avis fausses, mais en tout cas des réponses, ils ont cette illusion-là, que ce sont des réponses à cette problématique. Et donc face à ça, quelle est la réponse de la gauche? Rien, inexistante. Mais ça fait longtemps que la gauche a abandonné ce terrain de la sécurité. Ils disent, ah non, c'est un sentiment d'insécurité et c'est alimenté par les médias de Bolloré. C'est à cause de CNews, c'est à cause de je ne sais pas quoi, qui alimente l'idée qu'il y a de l'insécurité. Mais c'est complètement faux. Mais ceux qui pensent ça, venez avec moi. Venez, on va discuter avec les gens. Vous allez voir ce qu'ils vous disent. Ceux qui pensent ça sont complètement déconnectés de la réalité. Complètement. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est le sentiment que la règle n'est plus respectée dans notre pays. Voilà. Et ça, c'est un puissant levier pour le vote Rassemblement national. J'entends aussi certains, quand je discute avec eux, les élus de gauche qui me disent « Mais comment tu peux expliquer, Flavien, que dans les campagnes, dans les petits villages, ça vote à fond pour le Rassemblement national, alors qu'il n'y a aucun délinquant, qu'il n'y a aucune immigration, qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi ?» Mais alors, encore une fois, c'est une méconnaissance profonde de comment fonctionne aujourd'hui notre société. Oui, quand vous habitez dans un petit village où il y a 30 ou 40 habitants, ah oui, ça c'est sûr, en termes de sécurité, de tranquillité publique, c'est plutôt calme, ça c'est sûr et certain. Plutôt dans les villes, dans les cités, que vous pouvez avoir du trafic, etc., très clairement. Mais enfin, la sécurité, elle se voit aussi à la télévision. Je suis désolé. Quand l'année dernière, au mois de juin, on a des émeutes partout en France, des mairies qui brûlent, des écoles qui brûlent, une situation insurrectionnelle, impossible de remettre le pays, de rétablir l'ordre républicain. Mais les gens, ils voient ça à la télé. Même si ce n'est pas leur mairie qui a brûlé, c'est une mairie de la République qui brûle. Ça les choque. Ils sont scandalisés. Quand ils voient une école qui brûle, quand ils voient une bibliothèque qui brûle, vous avez beau habiter au fin fond de la Creuse, de la Lozère, du Puy-de-Dôme ou je ne sais pas où, vous êtes devant votre télévision, vous voyez les images du maire qui est agressé, de sa femme qui est agressée, de la mairie qui brûle. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? On est où là? On est où? Bien sûr que ça génère du vote Rassemblement national. C'est inévitable. Il faut avoir une réponse ferme. Aujourd'hui, on a une réponse qui est beaucoup trop laxiste face aux délinquants. C'est inacceptable. La semaine dernière, il y a 15 jours, on a interpellé 4 personnes à Sébaza. Je les avais vues, je trouvais qu'elles avaient un comportement bizarre. Bizarre, c'est quoi? C'est quand je regardais les maisons comme ça dans les jardins, je me suis dit, c'est bizarre, on a l'impression qu'ils font du repérage, ces 4 jeunes-là. 2 garçons, 2 filles. Donc je les ai suivis, j'ai appelé la police municipale qui est arrivée. Au moment où la police municipale se gare, je vois une des filles qui jette un sac dans un jardin. Moi, je l'ai vu, la police municipale ne l'a pas vu, donc on les a contrôlés. Enfin, la police municipale les a contrôlés. On va voir dans le paquet qu'elle a jeté, il y avait des bijoux dedans. La police nationale arrive, les emmène en garde à vue. Les filles, elles avaient dans leur soutien-gorge des bijoux qui manifestement été volés. Ils avaient des gants, des tournevis pour ouvrir les portes. Bref, des cambrioleurs. Bon. 3 qui étaient étrangers en situation irrégulière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été relâchés. Voilà. Donc, si vous voulez, on a une réponse collective d'un point de vue judiciaire qui est beaucoup trop laxiste. Beaucoup trop laxiste. Et on peut dire ce qu'on veut, ça fait le jeu du Rassemblement national. Les gens n'en peuvent plus de ça. C'est scandaleux quand on y réfléchit. C'est inacceptable. Pas de question d'être raciste ou pas raciste. On veut l'ordre républicain. La République, elle est partout sur le territoire national. On veut l'ordre républicain. Et ceux qui, au quotidien, empêchent
les gens qui ne demandent rien à personne d'être tranquilles, ils doivent être sanctionnés. Voilà, donc on a ce problème-là. Dernier exemple par rapport au respect de la règle. Je vais donner un autre exemple. Je vais laisser la sécurité des biens et des personnes de côté. L'urbanisme. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui, je ne devrais pas dire ça, mais c'est la réalité, quand vous avez quelqu'un qui veut respecter les règles, j'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps, encore une fois, d'une autorisation de travaux qui a été déposée à la mairie de Sébaza de quelqu'un qui voulait changer sa clôture. Oh là là, elle dépose le pain, refusé. Au bout de 3 mois, refusé. Pourquoi? Ah, mais parce qu'il faut sur sa clôture, il faut laisser du jour pour laisser passer les petits animaux, voilà, toute la biodiversité, les papillons, les crapauds, tout ce que vous voulez. Ah bon, d'accord. Donc elle refait. Refus. Parce qu'il fallait une haie, je ne sais pas quoi derrière, ultra complexe. Mais la dame, elle m'a dit, mais monsieur le maire, mon voisin, il a fait une barrière, il n'a pas respecté le jour, etc. Il n'a rien fait, lui, il n'a pas été embêté. Moi, ça fait 6 mois que j'attends mon autorisation pour faire mes travaux. Et en fait, moi j'en avais discuté avec le procureur de la République, l'ancien, je lui ai parlé, et j'étais pas le seul, puisque c'était lors d'un conseil d'administration de l'association des maires du Puy-de-Dôme. On l'avait reçu, le procureur, en lui posant un certain nombre de problématiques auxquelles on est confronté, d'envahissement de terrain, envahissements illégaux, voilà, et d'urbanisme. Le procureur nous a répondu quoi sur les infractions au code de l'urbanisme? Oh là là. On essaie de demander aux gens de régulariser quand c'est possible, quand les gens font quelque chose d'illégal. Mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. Ah bon, d'accord. Donc il se passe rien en fait. Pas grand-chose. Donc celui qui respecte pas la règle, tranquille. Celui qui veut respecter la règle, 6 mois. Retravailler votre projet, etc. Donc on en arrive aujourd'hui à avoir tellement de règles dans ce pays, tellement de lois, tellement de choses à respecter, que ça devient ultra complexe, et c'est ultra complexe, que celui qui veut tout respecter, pour lui, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Dans tous les domaines d'ailleurs, hein, pas que l'urbanisme. C'est l'enfer, et celui qui ne respecte pas, il ne risque rien en fait. Donc moi je pense que pour pouvoir faire baisser le vote du Rassemblement national en fait, parce que c'est ça l'objectif, parce que moi je considère que le Rassemblement national au pouvoir, ce serait un désastre pour notre pays. Pas tellement d'ailleurs, pas toutes les bêtises que je peux lire sur ou entendre de la gauche, de l'extrême gauche, en disant ce sera un État fasciste, il y aura je sais pas quoi, ils vont garder le pouvoir pour toujours. C'est idiot de penser ça, jamais de la vie. Ça se passera pas comme ça. Rassemblement national, il a pris des communes, il a pris Béziers, Robert Ménard maintenant il n'est plus trop Rassemblement national, Fréjus, Hénin-Beaumont, maintenant il y a Perpignan. Quand il y a des élections municipales, il se plie aux élections municipales. Les gens revotent. On est dans un état de droit. Si demain le Rassemblement national arrivait au pouvoir, il y a le Conseil constitutionnel, il y a la Constitution, ils ne peuvent pas la changer comme ça, il y a le Conseil d'État, enfin on a des institutions qui fonctionnent. Donc le Rassemblement national, il n'y aurait pas Marine Le Pen, si elle était élue président de la République, qui 5 ans après, resterait à l'Élysée en disant je mets des chars d'assaut, je reste à l'Élysée. C'est idiot de dire ça, les gens n'y croient pas en fait, c'est des arguments, pardon de l'expression, mais c'est des arguments débiles. Par contre, ce que je crois profondément, c'est que le Rassemblement national ferait beaucoup de mal à notre pays sur le plan de la cohésion du pays, parce que quand on fracture les gens, quand on les met les uns contre les autres, en raison de leur religion, de leur couleur de peau, etc., ça fracture un pays, donc ça ferait beaucoup de mal au pays. Je pense que sur le plan économique, ce serait désastreux, et aussi, et c'est un point qui est très important à mes yeux, c'est qu'on deviendrait un pays qui serait aux ordres de Moscou, de Poutine, parce que voilà, le Rassemblement national trouve que le régime de Poutine est fréquentable, et ça c'est tout à fait effrayant. Donc moi je ne veux pas du Rassemblement national au pouvoir pour toutes ces raisons. Et donc pour faire baisser le vote Rassemblement national, il faut répondre concrètement aux points que j'évoquais. Pas question de serrer la main ou de pas serrer la main, ça c'est grotesque, c'est histoire de faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est ridicule. C'est pas question de dire fascistes, ils sont fascistes. Ça sert à rien, il faut arrêter avec ça. C'est inutile, ça fait qu'une chose, ça le fait monter. Non, c'est qu'est-ce qu'on répond collectivement en matière de respect de la règle, de sécurité et de tranquillité publique. Comment on restaure l'autorité de l'État partout sur le territoire national? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on répond au sentiment de déclassement social? Est-ce qu'on a des réponses à apporter? Ça, déclassement social et économique. Et troisième point, l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration? On en parle ou on n'en parle pas? Tant qu'on n'a pas abordé ces 3 points, on peut être sûr d'une chose, c'est que le Rassemblement national a de beaux jours devant lui et il attend 2027 avec une certaine gourmandise parce qu'il est parti pour gagner cette élection. La France insoumise. Alors moi j'ai toujours été très clair par rapport à la France insoumise. La France insoumise ne fait pas partie du champ de l'arc républicain. Voilà. Ils ne font pas partie de l'arc républicain. Pour beaucoup de raisons, mais ils ne font pas partie de l'arc républicain, comme le Rassemblement national. T'as pas le droit de mettre un signe égal entre le RN et la France insoumise.
pour moi, la France insoumise est extraordinairement dangereuse pour notre pays, à la fois par sa politique, c'est pour son programme délirant, mais aussi par sa nature, en fait. D'ailleurs, pour ceux qui auraient un doute sur le fait que la France insoumise ne fait pas partie de l'arc républicain, au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire un arc démocratique, il suffit de regarder le fonctionnement interne de la France insoumise. C'est quand même extraordinaire. Vous avez, si vous pensez que la France insoumise et le RN, ce sont des... Alors, vous dites le RN, non, c'est pas l'arc républicain, mais la France insoumise, oui. Ah bon? Mais comment fonctionne la France insoumise? Quel est le mode de fonctionnement de ce parti? Je ne sais même pas si c'est un parti, de ce mouvement. Est-ce qu'il est démocratique? Et regardez ce que dit Raquel Garrido, qui a été purgée, pour reprendre leurs expressions. Ils ont été purgés de ce parti. Comment fonctionne ce parti? Et donc ce parti, ce mouvement qui fonctionne de façon autoritaire, dictatoriale, autour d'un petit noyau, s'il prenait le pouvoir en France, ce serait un parti républicain. Mais quelle blague! Ils sont toujours en train de remettre en cause les élections. L'élection de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale qui a été reconduite, scandaleux, illégitime, antidémocratique. Ils remettent toujours en cause nos institutions. C'est extraordinaire. Et puis, Jean-Luc Mélenchon a très bien théorisé la chose. Il faut tout conflictualiser, il ne faut plus attendre. À chaque fois qu'il y a un mouvement social, il essaye de jeter de l'huile sur le feu. Jean-Luc Mélenchon a énormément de talent. C'est un tribun hors pair. Il a une vraie profondeur historique. En même temps, trotskiste, lambertiste, je veux dire, vous avez une formation dès votre plus jeune âge qui est une formation théorique, structurée, et donc, quand vous avez cette formation-là, et qu'en même temps vous êtes un grand tribun, et que vous avez cette profondeur historique, ça fait de vous un homme politique redoutable. Si Jean-Luc Mélenchon avait été moins dans l'excès, plus raisonnable, plus responsable, je pense qu'il aurait été président de la République déjà. Mais comme il est complètement dans un univers parallèle, ses excès l'ont rendu, infréquentable pour beaucoup de gens qui auraient pu voter pour lui à un moment donné s'il était resté raisonnable. Parce qu'avec sa capacité oratoire, je pense qu'il était de loin le meilleur dans ce domaine et il aurait pu rassembler toutes les forces de gauche depuis longtemps. La seule chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est l'histoire d'une dérive, en fait, d'une dérive qui l'a éloigné du pacte républicain. Il a voulu instrumentaliser d'une certaine façon le vote communautaire, et donc c'est pour ça que pendant les élections européennes, ils ont beaucoup joué sur l'antisémitisme. Au sein de la France insoumise, il y a des antisémites, il faut être clair. Quand on voit les antifas là, qui se sont attaqués, là, la jeune garde qui s'est jetée sur un juif parce que juif dans le métro, quand on voit les propos de certains insoumis qui ont été tenus au soir du 7 octobre, après cet attentat épouvantable, on parlait d'actes de résistance du peuple palestinien, qui n'ont toujours pas réussi à dire que le Hamas était un mouvement terroriste. Moi, j'essaie d'avoir une position, moi je connais mal le conflit israélo-palestinien, donc j'évite d'avoir des positions tranchées. D'un côté, le Hamas est un mouvement terroriste, qui a commis un acte terroriste d'une ampleur et d'une horreur inqualifiable, et en même temps que je dis ça, on ne peut pas écraser une population civile palestinienne sous les bombes, les femmes, les enfants, en se disant comment on doit écraser le Hamas, on écrase tout. C'est pas possible. Donc j'essaie d'avoir une... Voilà, et je pense que la position de la France, mais encore une fois je suis prudent parce que je connais mal toutes les subtilités géopolitiques de la région, parce que c'est même pas que Israël et la Palestine, c'est même plus large, c'est régional. Je pense que seule l'hypothèse de deux États pourrait sortir un jour cette zone de cette guerre permanente qui existe depuis maintenant des décennies. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Mais ne pas être capable de dire que le Hamas est un mouvement terroriste, parler de résistance sur des actes comme celui-là, c'est odieux. Donc il y a des antisémites au sein de la France insoumise. C'est très clair. On me dit, oui, il y a toujours eu un antisémitisme de gauche. Oui, d'accord, mais enfin là, quand même, il est manifeste. Ça ne veut pas dire que tous les insoumis sont antisémites. Alors là, vraiment, jamais je n'ai dit ça et jamais je n'ai pensé ça. Au sein de la France insoumise, il y a des gens, j'imagine, j'en connais pas beaucoup, j'en connais quelques-uns, qui ne sont pas du tout antisémites. Donc l'idée, c'est pas de dire la France insoumise est antisémite. Non. Les mots sont importants. Il y a au sein de la France insoumise des antisémites. Voilà, c'est clair. Il y a eu aussi une instrumentalisation à des fins électorales de l'antisémitisme.
pendant toute la campagne, on a joué là-dessus, sur ce qui se passait. On a importé le conflit israélo-palestinien en France pour activer un vote communautariste au profit de la France insoumise et instrumentaliser l'antisémitisme à des fins électorales. C'est abject, en fait. C'est abject. C'est abject. Ils ont fait ça, ils l'ont fait. Enfin, je veux dire, suffit de se souvenir de la façon la campagne électorale s'est passée. Ça a plutôt pas mal marché, d'ailleurs, quand on regarde les résultats électoraux, j'entends. Donc c'est une stratégie qui est abjecte, mais qui peut se révéler payante. C'est horrible, en fait. Donc il y a des antisémites au sein de la France insoumise. La France insoumise a instrumentalisé l'antisémitisme pour faire des voix. Et dernier point, Jean-Luc Mélenchon, dans un blog, dans un message sur son blog le 2 juin de mémoire, qui dit l'antisémitisme est résiduel en France. C'est une horreur de dire ça, franchement. L'antisémitisme est résiduel en France, mais il suffit de regarder les actes antisémites en France. C'est l'explosion. C'est cet enfant de 12 ans qui est violé parce qu'antisémite. Elle est juive, on la viole. Et le nombre d'actes antisémites en France. Mais ça revient à faire quoi quand on réfléchit 2 secondes? Il nie la réalité de l'antisémitisme. Ça s'appelle du négationnisme. Ça s'appelle du négationnisme. Quand Jean-Marie Le Pen parlait de détails de l'histoire, c'est du négationnisme. Mais là, on est dans le négationnisme également. Hein. C'est horrible. Et moi, qui suis, encore une fois, profondément républicain, moi, je suis vraiment... j'ai des convictions fortes sur les sujets que j'ai évoqués, la sécurité, etc. Sur le plan économique, moi je suis quelqu'un de libéral. Voilà, donc mon positionnement politique il est clair, je suis à l'UDI. Mais que le Parti socialiste ait fait une alliance électorale avec la France insoumise, c'est une indignité. C'est une indignité. Le Parti socialiste qui passe son temps à être insulté par la France insoumise. Le Parti socialiste, quand le Parti socialiste fait des campagnes électorale pour des cantonales face à la France insoumise, il est bousculé, maltraité. Raphaël Glucksmann à Saint-Étienne qui se fait insulter par des militants de la France insoumise. Sophia Chikirou qui dit que Hollande, donc le socialisme, c'est des punaises de lit, quoi. Ils se font insulter. Et ils ont fait une alliance avec des gens qui ne sont pas dans le champ républicain. Comprenez ? Quand je dis oui, il y a des antisémites. Ah, ils ne sont pas tous antisémites. Ah bon, d'accord. Mais oui, très bien, la belle affaire. Et alors, au Rassemblement national, ils ne sont pas tous racistes. Est-ce que pour autant, une alliance avec le Rassemblement national serait acceptable? Bien sûr que non. Ça n'a aucun sens. C'est complètement absurde. C'est idiot. Faire une alliance avec des gens qui nient les actes antisémites en France, faire une alliance avec des gens qui ont instrumentalisé l'antisémitisme, faire une alliance avec des gens avec un parti au sein duquel il y a des antisémites, c'est une ligne rouge qui a été franchie par le Parti socialiste, qui n'arrive pas à s'en sortir d'ailleurs. Donc aujourd'hui, la situation institutionnelle est bloquée. Et je pense que en faisant cela, le Parti socialiste a désespéré une partie de la gauche. Alors, la gauche social-démocrate, les gens qui sont un peu raisonnables, la gauche de gouvernement, pour le dire simplement. Alors je sais qu'il y a une partie du peuple de gauche qui, plus jamais PS, le PS a trahi, etc. Ah oui, il a trahi, la belle affaire. Et vous allez faire donc alliance avec des gens qui, sur le plan économique, si le programme était appliqué, conduiraient le pays à l'effondrement, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de ces aspects abjects d'antisémitisme, de rejet de l'autre, de la violence, de la recherche permanente du conflit. Tout à l'heure, je disais que Jean-Luc Mélenchon était un redoutable tribun, mais Jean-Luc Mélenchon est un fin connaisseur de l'histoire. Il sait que l'histoire est imprévisible par définition, et que les moments d'histoire surgissent comme ça sans crier gare. Et donc le grand soir peut arriver du jour au lendemain. Voilà, il se passe quelque chose, les émeutes, les machins, les trucs, et il peut y avoir une révolution. Il y a au sein de la gauche, de cette espèce d'internationale socialiste à l'ancienne, il y a toujours le secret espoir que le grand soir va arriver. Au sein de la gauche radicale, on a des gens qui attendent ça. Hein. Si vous prenez le NPA, si vous prenez peut-être aussi Lutte ouvrière, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes racines, les mêmes combats, globalement, il y a au sein d'une partie de la gauche radicale, il y a cette volonté ou cette attente énorme du grand soir. De toute façon, on ne pourra renverser le système que par une révolution. Voilà. Et donc Mélenchon est toujours à l'affût de ça. Et donc, en fait, faire alliance avec des gens qui ont instrumentalisé l'antisémitisme, faire alliance avec des gens qui ont un programme délirant, c'est indigne. Le programme, d'ailleurs, économique, il faut bien vous dire quelque chose, hein, faut se mettre quelque chose en tête. C'est qu'un pays, économiquement, il peut s'effondrer très rapidement. C'est très très rapide, en fait.
Ce qui est très long et très compliqué, c'est le redressement économique d'un pays. C'est pour ça que les pays qui sont en développement n'arrivent pas à s'en sortir. C'est très long, c'est très compliqué. Élever le niveau de vie général d'une population, c'est très long. Le faire s'effondrer, c'est très rapide. Quand la Grèce fait défaut sur le paiement de sa dette en 2012, un pays de la zone euro, un pays européen de la zone euro, donc avec la monnaie que l'on a aujourd'hui, quand la Grèce n'arrive plus à honorer ses dettes, quelles sont les décisions qui sont prises? On divise par 2 les retraites. Les retraités qui touchaient 2 000 euros, c'est même plus que par 2, ils touchaient 800 après. Baisse du salaire des fonctionnaires. Donc, le peuple de gauche qui vote pour la France insoumise en se disant, il n'y a que lui, on va changer la vie des gens. Vous savez, cette expression complètement folle, en fait, de faire croire ça aux gens. On va changer la vie des gens. Ah oui, vous allez la changer, mais dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, ceux qui vont le plus souffrir du désastre économique sont les populations les plus fragiles économiquement. Quand on augmente le SMIC, quand on veut l'augmenter à 1 600 euros, on sait que ça détruit des emplois. Donc il y a des gens qui vont perdre leurs emplois. Alors c'est sûr, ceux qui auront leur salaire augmenté seront contents, mais à quel prix? Au prix de combien de destruction d'emplois? J'ai discuté, je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas le mettre en difficulté, puis c'est une discussion privée. J'ai discuté avec un des économistes qui a apporté un peu sa caution morale au programme du Front Populaire. Et donc on en a discuté en tête à tête. Je me suis dit, mais en gros, tu es sérieux quand tu fais ça? Et en fait, sa réponse était assez étonnante, et moi je lui en veux beaucoup aussi, je lui ai dit d'ailleurs, parce que je considère que ce n'est pas raisonnable de faire des choses comme ça. Il me dit, nous savons très bien que ce programme ne peut pas et ne doit pas être appliqué dans son intégralité, parce qu'il y aurait des coûts économiques et sociaux trop importants. Mais il dit, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de faire passer un message, comme quoi on peut changer les choses, comme quoi la gauche est différente, comme quoi la gauche incarne le progrès social, comme quoi c'est possible, comme quoi on peut y arriver. Mais on sait très bien que si le Front Populaire arrive au pouvoir, j'ai eu cette discussion avant les élections, avant le deuxième tour, si le Front Populaire arrive au pouvoir, il ne faudra surtout pas qu'ils mettent en œuvre tout le programme, il faudra envoyer des messages, des symboles, etc. Parce que sinon, on va dans le mur. Ne serait-ce que par exemple pour la réforme des retraites. On me dit 60 ans, c'est du délire. Mais je dis, mais tu te rends compte un peu de ce que tu me dis? Tu me dis que ce n'est pas crédible, mais tu dis officiellement que c'est crédible. C'est fou de faire ça. Bref, je ferme la parenthèse. En tout état de cause, cette alliance du Parti Socialiste avec la France Insoumise est indigne. Bien sûr, les députés sortants, ils avaient envie de sauver leur siège. Donc ils sont prêts à faire des alliances avec n'importe qui. Voilà, c'est pas de problème. Candidat unique, c'est l'assurance d'être élu. Moi, je vous dis un truc, je ne ferai jamais aucune alliance contre nature avec qui que ce soit. Je préfère perdre tous mes mandats, tous, plutôt que de faire une alliance avec je ne sais pas qui. Le RN, France Insoumise, il n'en est pas question. Jamais ça n'arrivera. Jamais, jamais. Je perds mes mandats, c'est la démocratie. Je félicite celui qui m'a battu et on n'en parle plus. Mais jamais je ferai d'alliance indigne. Et je pense que le Parti Socialiste a commis une grave erreur en faisant cela. Voilà. Mais je l'ai dit à plusieurs représentants du Parti Socialiste qui me disent « Ah, ne sous-estime pas la volonté de la gauche de faire barrage au fascisme. » Moi, je dis, si vous en êtes encore là, effectivement, le Rassemblement national a de beaux jours devant lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo qui est très longue, je m'en excuse, mais j'avais quand même besoin de dire toutes ces choses-là. On va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent, puisqu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on a une présidente de l'Assemblée nationale, mais on n'a toujours pas de Premier ministre. La situation est complètement bloquée, en tout cas en apparence, mais nul doute qu'on finira tôt ou tard par avoir un Premier ministre et un gouvernement. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup et à bientôt.